Bonjour, bonjour. Donc on va démarrer cet atelier. Alors attendez, je vais inviter notre ami Olivier Rouault. Voilà. Olivier, viens avec moi sur scène. Merde, comment je fais pour le faire? Voilà. Olivier. Hello. Voilà. Je vous présente Olivier Rouault qui est coach et qui va nous faire un talk sur le sujet 4 ateliers pour pour Détruire. détruire, Détruire. détruire, non, c'est bon, pour détruire les silos. Voilà, Olivier, c'est à toi. Donc, vous avez évidemment, comme d'habitude, un chat pour réagir et Q&A pour poser vos questions. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, je vais juste faire une petite précision rapidement. J'ai qu'un seul écran, du coup, moi, je vois que mes slides. Si vous avez des questions, mettez-les en Q&A et on regardera tout ça ensemble à la fin. Voilà. Hop, je vais juste masquer ça et on est parti. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler des silos. Les silos, c'est quelque chose qu'on a tous connu et qui est assez difficile en général à gérer. Ça crée beaucoup de problématiques. Alors, à la base, au tout début, c'est vrai que ça a apporté des solutions quand on était surtout à l'époque des travaux très industrialisés, où ça permettait un petit peu d'isoler les gens et de les protéger de phénomènes externes. Euh, mais aujourd'hui, dans les travaux dans lesquels nous, on intervient principalement, ça complique énormément les choses, notamment en termes de communication. Et j'aime beaucoup ce petit schéma de Dilbert, ce petit comique de Dilbert, parce que pour moi, il représente pas mal la situation où concrètement, on demande des choses, mais en fait, on passe rarement toutes les informations. Et puis, on se rend compte que le fait de ne pas passer toutes les informations, personne ne sait vraiment de quoi on parle. Et c'est ça qui crée l'équipe Progo. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Olivier Rouault. Je suis cofondateur d'une petite société de service qui s'appelle Next, qui intervient sur de l'accompagnement agile, évidemment, mais aussi sur des accompagnements sur de l'expertise technique. Et je suis également aujourd'hui coach agile chez Vestiaire Collective depuis environ 1 an et demi maintenant, où je travaille avec eux sur la mise en place sur oui, les questions d'agilité globalement au sein de l'entreprise. Je vous ai mis quelques liens donc sur Next, mon LinkedIn et aussi mon blog sur lequel je partage mes retours d'expérience et mes réflexions sur les sujets d'agilité. Je vais prendre quelques instants pour évidemment remercier tous les sponsors sans qui on ne pourrait pas faire ce genre d'événement. Donc c'est grâce à eux qu'on arrive à être là tous aujourd'hui et à partager toutes ces expériences et tous ces talks. Donc c'est vraiment génial. Et je remercie évidemment aussi l'organisation parce que comme ça a été expliqué ce matin lors de l'introduction, début de journée, c'est beaucoup de travail et c'est grâce à ces gens-là que tout se passe bien. Donc, merci, grand merci à eux. Euh, avant avant de vous parler de ce qu'on a fait, ce qu'on est toujours en train de faire aujourd'hui chez Vestiaire Collective, notamment pour gérer cette situation des silos, je vais essayer de déjà vous présenter un petit peu la situation. Donc, la collaboration telle que, alors je suis désolé, les slides sont en anglais, je pense pas que ce soit un problème, mais de toute façon, j'expliquerai les termes en français. Ça, c'est la situation qu'on avait il y a donc 1 an et demi à peu près quand je suis arrivé dans l'organisation. Donc, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? On avait donc, on a toujours évidemment une core team, donc toute l'équipe de top management, qui avait des super idées, euh, qui réfléchissait dans son coin sur qu'est-ce qu'on devait faire et pourquoi on devait le faire, ce qui est très bien, et du coup qui faisait germer ces idées de leur côté. Ces idées-là, elles étaient ensuite passées assez classiquement à un ensemble de stakeholders côté business, donc plein d'équipes business sur lesquelles on poussait ces idées en disant, ben voilà, faut faire ça, allez-y. Et de leur côté, les stakeholders, ben, ils commençaient à réfléchir, ok, ben, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on met en place ce nouveau besoin? Sachant que malheureusement, c'était plus déjà de la mise en place de solutions. C'est-à-dire que l'idée en elle-même, elle était bien réfléchie, on savait ce qu'on voulait faire, on avait déjà même des idées de fonctionnalité. On voulait plus savoir, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Une fois qu'ils avaient bien réfléchi de leur côté, ils poussaient ça à notre super Théo, qui
aller essayer de comprendre le besoin, qui a essayé de comprendre l'ensemble des éléments qu'on voulait réaliser. Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait notre super PO? Il allait commencer à rédiger des spécifications qu'on adore, bien détaillées pour que tout le monde comprenne et, euh, et qui implémentent donc le besoin qui a été énoncé par la core team plus le business. Et notre super PO, ben ensuite, il va rejoindre son équipe et il discute avec l'équipe de développement pour ben voilà, leur dire les specs sont là, allons-y, regardons ensemble ce que ça donne et puis on avance. Alors là, pour le coup, on est dans un schéma très classique que vous aurez certainement reconnu, hein. Business, MOA, MOE. Ça, il n'y a rien qui a changé. Donc là, on est vraiment dans un schéma classique de silo où on a d'un côté le métier qui réfléchit à des choses, qui passe une partie de l'information à la MOA, qui du coup est entre la tech et le métier et qui rédige des spécifications. Et une fois que la MOA rédige ses spécifications, elle va voir la MOE pour lui dire, bah, c'est génial, faut faire ça, allons-y, quand est-ce que c'est prêt? Ça, c'est le premier niveau de silo qui nous pose problème. Et ça pose problème pour plusieurs raisons. Les principales, pour moi, donc l'équipe de dev qui va faire le développement, la première pour moi, c'est la perte d'information. Alors, dans la communication, globalement, hein, dans les interactions, quelles qu'elles soient, l'un des premiers problèmes qu'on a, c'est qu'à chaque étape dans une discussion, il peut y avoir de la perte d'information. Donc, il y a ce que vous avez, l'idée qui a germé dans votre tête, il y a le cerveau qui a travaillé pour essayer de l'exprimer, d'accord? Donc, j'ai déjà un premier filtre. Deuxième filtre, c'est vous exprimer cette idée. Donc, elle sort de chez vous pour aller chercher un récepteur. Donc, un deuxième filtre parce que ça passe dans les autres et la réception n'est déjà pas exactement l'élément qui a été émis. Le récepteur va de nouveau avoir un processus pour comprendre ce qui a été dit. Un troisième filtre. Et après, il y a la réalisation de ce qui a été compris. Donc, ce qui veut dire, à chaque étape, on perd de l'information. Donc, ça, rajouté au fait qu'en plus, on va passer par plus de personnes à différentes étapes, cette perte d'information, elle est énorme. Donc, entre le moment où on avait réfléchi à un truc dans la core team et le moment où c'est arrivé à l'équipe de développement, euh, on n'a plus tout à fait la même chose. Et la chose qui est importante l'élément important donc qu'il faut pas oublier, et qui est une citation de Arnaud Lemaire, que j'ai vu dans une de ses keynotes que je trouve absolument géniale, c'est ce qui va se retrouver en production, quoi qu'il arrive, c'est ce que l'équipe de développement a codé. Donc, ce qui est super important, c'est que quoi qu'il arrive, ces gens-là aient bien compris de quoi il s'agit. Le deuxième problème qu'il y a dans ce genre de schéma, c'est le manque de connaissances. Donc, j'ai mis la confidence, ce manque de connaissances qui fait que quand on réfléchit à des idées en amont, à un moment donné, à un moment où on n'a pas toutes les informations. Donc, c'est l'une des bases de l'agilité dans sa globalité, du Lean aussi, c'est de se dire, aller chercher les informations au plus proche de la connaissance. Et du coup, prenez les décisions au plus proche de la connaissance. Pour faire ça, il faut impliquer un maximum d'acteurs au plus tôt. Et dans ce schéma-là, clairement, cette connaissance, elle est pas disponible toujours au bon moment. Par exemple, les connaissances techniques ou les connaissances sur le produit ne sont pas présentes au moment où il y a des prises de décision sur ce qu'on veut faire. Et le dernier point qui est super important, c'est la frustration. Je pense pas que j'ai vraiment besoin de l'expliquer, mais on parle beaucoup. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité sur lesquels beaucoup d'entreprises se posent énormément de questions. C'est comment je fais pour garder des gens motivés, pour créer de, de- que les gens restent dans mon entreprise, qu'ils soient investis. Bah oui, mais la base, c'est que déjà, les gens sont extrêmement frustrés parce que souvent, on leur demande de faire des trucs, soit ils savent pas trop pourquoi, soit ce qu'on leur demande de faire, bah, c'est pas malin parce que ça va pas marcher comme ça et ça va être super compliqué alors qu'on aurait pu faire différemment pour résoudre le problème, etc. Donc, cette frustration, elle s'accumule, elle crée du désengagement qui fait qu'au bout d'un moment, bah, ça marche, la machine marche plus très bien. Donc, ça, c'était un schéma classique. Alors, je renforce les éléments. Là, je ne parle que des éléments négatifs. Il y avait évidemment plein de choses qui étaient très positives aussi, hein. On avait un terrain très fertile avec beaucoup de personnes qui étaient ouvertes au fait de changer la manière de faire, avec des gens qui ont envie d'y aller, etc. Donc, on avait quand même pas mal d'éléments qui nous permettaient de nous dire, OK, on va pouvoir changer les choses. Ça va prendre un peu de temps, mais commençons à voir quels sont les plus gros pain points pour les tacler. Aujourd'hui, donc un an et demi après, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc on a toujours une core team qui a des idées, des super idées.
sur de la projection à moyen long terme et qui dit il faut qu'on fasse ça. Donc, cette partie-là, pour l'instant, est toujours en place. Ces idées-là, elles vont partir côté business et produit. Donc, déjà, là, dans une première étape, c'est que le business et le produit vont travailler ensemble. Qu'est-ce qui se passe globalement? C'est que la core team pousse une idée vers le business et le business va voir le produit et ils se disent ensemble, OK, quels vont être les indicateurs qui vont nous permettre, qu'on va pouvoir améliorer, qui vont nous permettre de valider le succès ou pas de cette initiative, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là par rapport à l'existant et par rapport au périmètre produit de chaque entité, est-ce qu'il y a des éléments simples à mettre en place qui permettraient d'y arriver, etc. Donc ils vont déjà réfléchir ensemble à tout ça et ils vont commencer à rédiger la partie spécification, ce qu'on appelle du coup les PRD, mais avec des granularités différentes. C'est-à-dire que on est vraiment passé sur une approche où on va pas aller tout dans le détail dès le début. On va commencer par une idée globale avec une explication de ce qu'on veut faire. Une fois qu'elle est priorisée, qu'on sait que c'est là-dessus qu'on veut aller en priorité parce que c'est là qu'il y a a priori le plus gros impact business, on va commencer à détailler petit à petit et le reste va rester en mode macro. Une fois que ça c'est fait, ben, le PO retourne voir la Dream Team avec l'ensemble des développeurs et il n'arrive pas avec une solution toute faite. Il arrive avec une vision beaucoup plus claire d'initiative. C'est-à-dire que on n'est pas en train de dire on veut mettre en place exactement telle nouvelle fonctionnalité ou on a une idée de quel est l'impact qu'on veut générer, pourquoi on veut le générer et quel est un premier chemin vers lequel on pourrait aller. Donc ce chemin-là va être discuté avec l'ensemble de l'équipe pour dire, OK, bah maintenant, réfléchissons tous ensemble sur quelle est la solution qu'on pourrait mettre en place, ou s'il y a une solution qui a été discutée parce qu'elle était prometteuse, elle va être rechallengée. Et on va rédiger ensemble les spécifications pour se dire, bah, maintenant, est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour réaliser ce genre de choses, etc. Et puis, on va évidemment passer à l'étape d'implémentation. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux. Ça se passe mieux, notamment parce que déjà, on a un objectif commun qui est partagé. Donc, dès le début, on a partagé cet objectif, on sait où on veut aller, pourquoi on veut y aller. On en a discuté, on a challengé le problème. Et on a aussi de meilleures solutions, parce que comme je disais, là, on a fait participer les gens avec les connaissances beaucoup plus en amont. Donc, on a pu récupérer un maximum d'informations pour prendre les bonnes décisions. Les solutions mises en place sont généralement meilleures. Il y a encore des problèmes, ceci dit. Et notamment, quand je parle du manque de connaissances, c'est que bah, la core team continue à faire beaucoup de choix de son côté. Et des choix qui, encore une fois, manquent d'insight. Et ça, c'est quelque chose qui peut générer des problèmes parce on va pas forcément aller voir, enfin, pointer notre regard dans la bonne direction. Et du coup, c'est ça on va mettre le focus de l'ensemble des ressources sur un élément qui n'était pas forcément la meilleure solution sur le moment. Qu'est-ce qu'on voudrait, donc, à quoi on voudrait arriver, la collaboration, à quoi ça devrait ressembler, en tout cas dans notre vision actuelle des choses. On a une core team qui a une vision sur quel est l'endroit où on veut aller, pourquoi est-ce qu'on veut, c'est quoi notre île paradisiaque, si on prend, pour ceux qui connaissent l'exemple du speedbot, c'est quoi un peu notre île paradisiaque, à quoi elle ressemble et pourquoi on veut y aller. C'est quoi d'où vient cette volonté de vouloir aller là-bas, qu'est-ce que ça va nous apporter et pourquoi ça nous intéresse. Et ça, elle va le communiquer de manière très claire à l'ensemble de l'organisation. Donc, voilà notre île, c'est là-bas qu'on veut se diriger, et voilà pourquoi on veut y aller. Et du coup, bah, dites-nous comment on fait. Bon, vous avez notre soutien, donc, quoi que vous ayez besoin, on sera là, mais dites-nous comment on y va. Et du coup, l'ensemble des parties prenantes, donc la team, le produit, le métier, tout le monde va travailler ensemble dans une grande équipe pour discuter des sujets dès le début et se dire voilà ce qu'on peut faire. Et du coup, on commence à avoir un schéma d'aller-retour entre la core team et les équipes pour proposer des solutions, les rechallenger et faire des décisions sur vers où on investit. Alors pour arriver à tout ça, c'est une vision long terme, c'est pas évident du tout, mais par contre, c'est vraiment quelque chose vers lequel on tend. Euh, Vision partagée et confiance et autonomie des équipes, c'est la base pour avoir déjà engagé des bonnes solutions et quelque chose qui fonctionne sur le long terme.
Alors, pour y arriver, on va passer du coup par les quatre ateliers dont je vais vous parler aujourd'hui. Je ne vais pas aller dans le détail des ateliers. Je vais vous donner une vision macro de ce que ça représente, comment ça marche et surtout un petit feedback sur la manière dont on les a utilisés, ce qui a marché ou ce qui a un petit peu moins bien marché. Donc, le premier atelier s'appelle la Lightning Session. La Lightning Session, c'est quelque chose, alors qui à la base s'appelle Lightning Talk. On l'a appelé Lightning Session juste parce que quand je l'ai mis en place, mes souvenirs étaient vagues et que du coup, j'ai changé le nom sans faire exprès. C'est quelque chose qui vient de Google qui a un site où ils partagent pas mal leur manière de faire et de travailler avec tout un site dédié à la méthodologie avec des explications. Et cette Lightning Session, l'objectif, c'est de créer de l'alignement dès le début. Donc, on a une nouvelle initiative, on a pensé à quelque chose, et du coup, on va inviter l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir la présenter. Et on va se concentrer sur les trois éléments qui sont donc sur ce slide. Et le premier qui est le plus important, c'est quel est le problème qu'on veut résoudre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on veut faire ce truc-là. Donc, pourquoi, comment, comment est-ce qu'on l'a découvert, quels sont les impacts aujourd'hui, essayer de vraiment définir quel est le sujet. Et on va le présenter à l'ensemble des personnes qui vont travailler dessus. Donc ça peut être, en général aujourd'hui, c'est par périmètre. Donc on a des équipes qui travaillent sur un certain scope de notre application. Donc c'est ces gens-là qu'on va faire venir tous pour leur présenter leur présenter ce talk. C'est présenté par le business, donc il va venir avec ses insights. Et c'est l'occasion de challenger tout ça. Donc, de poser un maximum de questions. Et du coup, le business va présenter le problème, va présenter quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de suivre l'évolution et quel est leur état aujourd'hui et surtout quel est l'état vers lequel on veut tendre. Donc, qu'est-ce qu'on espère obtenir de cette modification et qui va aussi présenter quelles sont les solutions existantes sur le marché. Parce que peut-être que d'autres compagnies font déjà quelque chose par rapport à cette problématique-là qu'ils rencontrent aussi, que c'est connu. Si c'est le cas, ben, c'est le moment de le présenter. Donc c'est super important de passer par ces éléments-là et surtout de demander aux gens leur avis, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est clair? Donc vraiment les challenger de la problématique. Ce qui est important aussi, c'est que ça reste une discussion. C'est-à-dire ne pas faire une grosse présentation avec des slides. J'ai déjà vu les premières fois où on l'a fait, des gens qui passaient, c'est réflexe et c'est souvent un bon réflexe, mais des gens qui vont passer beaucoup de temps à faire de très jolis slides qui permettent de présenter les choses. C'est pas l'objectif. Euh, deux, trois informations sur un PowerPoint ou n'importe quoi, ou un truc de cinéma, peu importe, mais ce qui m'intéresse, c'est la discussion que ça va générer, que les gens aient bien compris pourquoi on fait ça. Donc, pas trop préparé. C'est important de ne pas passer trop de temps à le préparer. Vous connaissez le sujet, en fait. Si on est arrivé à ce talk-là, côté business, les gens savent de quoi ils veulent parler et pourquoi ils veulent en parler. Ce qu'on essaye d'avoir, c'est du feedback dès le début, l'avis des gens et surtout que tout le monde ait bien compris ce qu'on veut faire. Le deuxième élément qui est important à garder en tête, c'est que ce soit pas trop long. Que ce soit pas trop long pour plusieurs raisons. La principale étant qu'en général, quand c'est trop long, ça veut dire que on est allé trop dans le détail. Et je m'en suis vite rendu compte sur la première Lightning Session qu'on avait faite, qui a duré 1 heure. C'est très très long. Alors, pour information, côté de Google, le Lightning Talk, ils disent que c'est 15 minutes à peu près. Pour eux, c'est 15 minutes, pas plus, et c'est suffisant pour présenter ce truc-là. Moi, aujourd'hui, avec le retour d'expérience et vu comment ça se passe chez nous, jusqu'à une demi-heure, ça me semble correct, pour permettre aux gens quand même de pouvoir discuter les choses et évidemment en fonction du nombre de personnes présentes. Mais garder quelque chose de quand même relativement court parce que ce qui se passe, c'est qu'on va aller. Notre première Lightning Session, c'est carrément devenu une présentation d'un workflow avec l'ensemble des étapes, avec le détail de chaque étape. C'était très, très dense. Et du coup, on est allé bien au-delà de la présentation de la problématique et on a presque perdu de vue à un moment donné la problématique. On est allé dans un détail fonctionnel qui n'avait, qui apportait pas grand-chose, quoi, finalement, à la conversation. Donc voilà, pas trop préparé, avoir en tête clairement quels sont les éléments qu'on veut présenter et quelque chose de suffisamment court pour s'obliger à rester sur le problème. Donc ça, c'est le premier atelier. C'est le plus simple, hein. Clairement,
Et c'est l'un de ceux que je préfère parce que, encore une fois, on ressort de cet atelier en ayant tout le monde aligné sur ce qu'on veut faire et pourquoi. Le deuxième atelier, c'est l'event storming. L'event storming, son objectif, ça va être de connaître le système. Alors, juste un petit tips en passant. Il y a le value stream mapping. Je sais plus, je me rappelle plus du nom exactement, mais l'objectif de cet atelier-là, c'est donc de connaître ce système, de savoir où on génère de la valeur. Donc, connaître le système dans son fonctionnement actuel. Là, pour l'instant, on a présenté un problème et on veut savoir sur le système dans lequel cette problématique-là est représentée, comment est-ce que ça fonctionne à l'instant T. Et pour savoir comment ça fonctionne, il faut avoir un maximum de gens, enfin, un maximum de personnes avec des rôles différents et des connaissances différentes. Et c'est pour ça que l'objectif de l'event storming, c'est d'utiliser la connaissance d'un maximum de personnes pour détailler ce système. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler l'event storming? La première étape, c'est que on va commencer par discuter des événements qui se produisent. Le nom event storming. Donc, on met des petits papiers, des petits post-it orange et vous demandez aux gens de réfléchir à, voilà, sur ce problème-là, enfin, sur ce sujet-là, quels sont tous les événements qui se produisent, tous les événements qui vous viennent en tête. Et on va commencer à mettre des post-it, les uns après les autres, et les déplacer pour créer une espèce de chronologie. Alors, un événement, les caractéristiques d'un événement, c'est que c'est quelque chose de passé, donc ça s'est produit, et c'est quelque chose qui nous intéresse, quoi qu'il arrive. Donc, si on reprendrait l'exemple classique d'un site de e-commerce, le client a ajouté le produit au panier. C'est un événement passé, c'est terminé, et c'est clairement quelque chose qui nous intéresse parce que, en général, on a plutôt envie de savoir si le produit a été rajouté et s'il a été acheté par la suite pour le taux de conversion, etc. Donc, événement passé, intéressant. Une fois qu'on a tous ces événements-là, alors avant de passer même à la suite, on les met donc par ordre chronologique sur une timeline et on va déjà commencer par faire des allers-retours sur cette timeline. Donc, partir du début et raconter une histoire pour aller jusqu'à la fin, tout ce qui se passe. Partir de la fin et remonter vers le début. On peut aussi commencer au milieu et aller dans les deux sens. Mais ce qui est important, c'est un petit peu de mixer de où on part, parce que ça peut permettre aussi de trouver des événements auxquels on n'avait pas pensé. Le deuxième élément, ça va être ce qui s'appelle les commandes. Les commandes, concrètement, c'est une action qui va provoquer un événement. Donc, on a cliqué sur un bouton, enfin, l'utilisateur a cliqué sur un bouton pour ajouter le produit au panier. Et on va représenter de la même manière l'ensemble des commandes pour avoir la vision de qu'est-ce qui a permis de provoquer ces éléments-là, d'où ils viennent. Les acteurs, donc, important aussi de savoir quels sont les personnes ou les systèmes, les rôles ou les systèmes qui ont déclenché ces commandes pour qu'on puisse resituer les choses et par la suite savoir où on va pouvoir agir et sur qui est-ce que ça va impacter. Là, c'est pareil sur les commandes et les acteurs. Il y a un élément qui est important, c'est de ne pas vouloir aller trop, encore une fois, dans le détail de chercher exactement. Un exemple, on a un batch automatique qui va faire des mises à jour de produits toutes les nuits ou des mises à jour de statistiques toutes les nuits sur qu'est-ce qui a été vendu dans la journée. Bon, ben, le nom de ce batch, quand est-ce qu'il s'exécute, combien de temps il prend, etc. C'est pas des choses qui nous intéressent pour l'instant. Ça, c'est du détail qui va peut-être servir par la suite, mais aujourd'hui, peu importe. Ce qu'on veut savoir, par contre, c'est que on a un batch qui s'appelle Combobulator et qui permet de faire cette mise à jour. Mais par contre, connaître les acteurs, ça reste quelque chose d'important pour qu'encore une fois, qu'on ait bien la vision de qui va potentiellement être impacté. La dernière étape, c'est les résultats. Alors là, je vous ai mis un screenshot, donc en tout petit pour pas que ce soit trop lisible parce que j'avais la flemme de flouter tous les post-it. Mais ça, c'est le résultat d'un event storming, donc le deuxième ou le troisième qu'on a fait chez nous. Et donc le résultat, c'est important. Vous voyez qu'il y a des petits smileys, des petits smileys qui apparaissent un petit peu à plusieurs endroits du schéma. Donc à la fin de cet événement, qu'est-ce qui se produit pour l'acteur? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il n'est pas content? Est-ce que c'est neutre? Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre aussi de focus sur la partie sur laquelle on veut travailler en premier. Et donc là, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a une grosse tête pas contente du tout, qui a été mis en énorme parce qu'au début, c'était plein de petites têtes pas contentes. On s'est dit, bah, il y en a tellement, on va mettre une grosse. Et cette partie-là, elle est, enfin, ce smiley-là, il est
lié à toute la section verte que vous pouvez voir en fond du schéma. Donc, une grosse moitié de l'ensemble du process. Et tout le monde était d'accord pour dire tout ce qui se passe là-dedans, c'est horrible. Ça marche pas bien, ça crée beaucoup de problèmes, énormément de retours clients. Enfin, c'est un vrai problème. Donc là, on a déjà identifié dès le début la partie du système qui va pas bien et sur laquelle certainement on va concentrer nos efforts. Alors, on n'a pas tout à fait fini l'atelier encore. Là, les deux dernières questions qui sont super importantes, c'est où est-ce qu'on crée de la valeur? Donc, sur l'ensemble de ce process, quels sont les endroits où on estime que l'on crée de la valeur et sur lesquels il faut capitaliser? D'accord? Alors, cette question, elle est importante pour deux raisons. La première, c'est, comme je l'ai dit avant, c'est quelque chose qu'on va pouvoir exploiter peut-être. Donc, est-ce qu'il y a moyen de cette partie-là qui crée de la valeur, de créer encore plus de valeur? Et surtout, quoi que vous fassiez sur le système, on sait que c'est un endroit où euh, démerdez-vous pour que ça marche tout le temps. Quoi qu'il arrive, il faut surtout pas qu'on casse ce truc-là, parce que sinon, on va avoir des gros problèmes. La deuxième question, c'est quelles sont les parties du système qui vous donnent envie de pleurer? Et là, c'est notre gros bonhomme pas content. Euh, de la même façon que, enfin, à l'inverse de comment, où est-ce qu'on crée de la valeur, les endroits qui vous font pleurer, c'est certainement le bon endroit où commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut améliorer. La, la dernière, voilà, un élément important deux feedbacks importants que je peux vous donner sur cette réalisation d'atelier. Donc, c'est très enrichissant. C'est vraiment très, très enrichissant et super intéressant. Et on l'a fait pas mal de fois, on l'a fait une dizaine de fois à peu près au total. J'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me voir en me disant c'était horrible, je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Tout le monde trouve ça intéressant. Par contre, ça peut limiter votre scope. L'une des erreurs qu'on a faites, et du coup pour être transparent, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette photo, c'est que c'était une partie de l'erreur sur cet event storming en particulier. C'est très très long. Et du coup, faire un atelier sur la longueur quand on est en présentiel et qu'on a bien expliqué l'objectif, pourquoi on a invité ces gens-là, et qu'on a bien préparé notre atelier, ça se fait. Les ateliers, même d'une journée, ça se fait. Faire un atelier euh, de plusieurs heures en remote, c'est très compliqué. Et faire un atelier de plusieurs heures en remote et conserver le focus des personnes, c'est quasiment impossible. Ou si vous avez des solutions magiques, je suis preneur. Mais clairement, moi, mon constat aujourd'hui, c'est que plus de 2 heures d'atelier en remote, ça devient déjà très, très compliqué. 1 heure et demie, en général, c'est là où les gens commencent déjà à faire autre chose. Alors, il y a plein de raisons pour ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, j'avais écrit un article là-dessus, mais euh, maintenant tout le monde le sait, de toute façon, ça fait des mois qu'on travaille en remote, mais entre le fait que vous avez votre téléphone, vous avez peut-être Slack, vous avez 12 milliards d'éléments qui, quand on est en présentiel, on peut à peu près maîtriser, autant en remote, les gens sont derrière leur écran. La plupart du temps, ils ont coupé la caméra pour X raison parce qu'ils veulent pas qu'on voit chez eux ou autre. Et ça se comprend, même si aujourd'hui on commence à s'habituer, on a de plus en plus de gens qui mettent leur caméra, mais quoi qu'il arrive, les gens ils sont pas focus 100% et on le sait. Donc limiter le scope, ça permet déjà d'avoir des ateliers plus réduits, on aura beaucoup plus de valeur parce que les gens sont vraiment investis du début à la fin, quitte à le faire en plusieurs étapes. On se dire, on le fait en 2, 3 fois pour avoir l'ensemble de la vision. Le deuxième élément qui est super important et que j'utilise depuis longtemps et d'autant plus en remote, c'est la loi des 2 pieds. Cette loi des 2 pieds, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui la connaissent aujourd'hui, concrètement, c'est si vous êtes, moi je la rappelle au début de chaque réunion que je fais depuis des années, c'est si à un moment donné, dans cette réunion, cet atelier, vous n'êtes ni en train d'apprendre, ni en train de participer, allez faire autre chose. C'est pas la peine de rester pour faire du présentiel. Et c'est pas une critique, au contraire, c'est même quelque chose pour moi de très positif. C'est pas la peine d'être là pour juste pour être là et personne le prend. Enfin, on le prendra pas mal, quoi. Si à un moment donné quelqu'un dit désolé les gars, il faut que j'y aille, très bien, va faire quelque chose de qui soit intéressant et productif et que tu as besoin de faire. Mais ça ne sert à rien de rester connecté juste pour rester connecté. Et ça, je le remarque régulièrement quand je pose la question à une personne qui, on arrive toujours à en trouver à un moment donné. On pose une question, la personne était sur autre chose et en fait, elle n'a pas du tout écouté. Et pour le coup, ça m'arrive aussi de, 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 de déphaser à un moment donné, de plus trop être focus sur ce qui se passe. Donc la loi des 2 pieds, super important. Troisième atelier, du coup. Ce troisième atelier, c'est le story mapping. Alors le story mapping, c'est intéressant parce qu'en plus, il a été présenté dans une conférence juste avant sur comment faire du découpage de user story. C'est un super atelier aussi et qui permet de
Donc aujourd'hui, là, on est dans une situation où on a fait un landing session, du coup, on a l'objectif. On sait où on veut aller, quelle est la destination. On a fait un event storming, du coup, on a une carte de cette destination-là. Pour y arriver, on va devoir passer sur ce plan-là. C'est voilà comment se situe notre environnement. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est de définir le chemin. Et ce chemin-là, il faut qu'il soit, il peut prendre plusieurs directions. Donc, j'aime bien cette analogie avec Google Maps, par exemple, où je dis que je veux aller à tel endroit et qui va me proposer plusieurs chemins en fonction de différents critères. Est-ce que je veux aller vite? Est-ce que je vais éviter les paiements d'autoroute? Est-ce que j'y vais en vélo, à pied, en transport, etc. Donc, il y a toujours plusieurs chemins. Et c'est bien de les identifier à un moment donné et de dire c'est celui-là qu'on va prendre. Le story mapping va nous permettre de faire ça. Et le story mapping, concrètement, comment ça se déroule? Dans un premier temps, on va définir les personas. Donc les personas, c'est-à-dire un utilisateur type qui a un rôle défini. Donc ce persona, il peut avoir des niveaux de précision différents, mais il doit nous permettre d'identifier l'utilisateur et son comportement par rapport à la story notamment. Donc si je prenais mon exemple par exemple, un persona très simple, ça serait Olivier Rouault, coach agile, c'est déjà un persona. Donc je sais la personne et je sais que quelqu'un qui fait du coaching agile. Un personnage un petit peu plus détaillé, ce serait Olivier Rowe, coach agile, 39 ans, aime bien les blockbusters, plutôt sociable, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la dynamique de groupe et la manière de travailler en entreprise. Dans ce persona-là, on va rajouter toutes les informations qui vous semblent importantes pour pouvoir prendre des décisions sur qu'est-ce qui va influencer le comportement de notre utilisateur. Et donc, détaillez-le jusqu'au niveau qui vous semble nécessaire et acceptable. Enfin, tout simplement, mettez les informations qui vont pouvoir influencer sur son comportement et qui vont du coup être importantes pour la prise de décision sur qu'est-ce qu'on veut réaliser pour pouvoir créer le comportement qu'on cherche à avoir. La deuxième étape du story mapping, c'est de raconter une histoire. C'est pour ça que ça s'appelle le story mapping. Et raconter une histoire, ça se passe en plusieurs étapes. Donc, 3 étapes principales. La première, ça va être des objectifs. Quels sont les objectifs de cet utilisateur que l'on veut créer? Donc, le story mapping, hein, autant sur l'event storming, on était sur l'existant, autant le story mapping, on est en train de parler du futur, ce que l'on veut mettre en place. Ça n'existe pas encore. Donc, quels sont les objectifs, concrètement, que cet utilisateur a ou qu'on veut qu'il ait? Et sur chacun de ces objectifs, quelles sont les activités qui vont lui permettre d'y parvenir? Comment est-ce que l'on veut qu'il atteigne cet objectif? Donc, sur un utilisateur de site de e-commerce, l'objectif, ce serait acheter le produit dont j'ai besoin aujourd'hui. Pour acheter le produit dont j'ai besoin aujourd'hui, je vais commencer par aller sur le site, faire une recherche, sélectionner le produit et puis payer. Et j'ai déjà détaillé pas mal d'activités sur cet objectif-là. Et donc, on va faire d'abord tous les objectifs. Une fois que ces objectifs sont clairs, l'ensemble des activités qui vont permettre de remplir l'objectif. Et enfin, pour chacune des activités, on va décrire des tâches à réaliser. Donc, si je reprends l'exemple du début où je vais sur un site et je vais rechercher un produit, rechercher ce produit, ça peut se faire de plein de façons différentes. Mais en tout cas, je sais que je veux rechercher un produit. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, cette recherche-là, comment est-ce qu'elle se produit, comment est-ce que je vais la driver par rapport à mon besoin aujourd'hui. Quand on parle de raconter l'histoire, c'est important de penser comportement, d'accord, pas fonctionnalité. Et encore une fois, là, le comportement, c'était rechercher un produit. Comment est-ce qu'il va rechercher ce produit? Aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce qu'il va utiliser une barre de recherche? Est-ce que je vais juste lui afficher mon catalogue et il va regarder tous les produits du catalogue et aller voir jusqu'à ce qu'il trouve le sien? Est-ce qu'il va utiliser un bot qui va lui poser des questions, qui va permettre d'affiner petit à petit cette recherche? Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais par contre, je sais qu'il va rechercher un produit. Et à la fin de l'exercice, ce qu'on veut, c'est avoir des brouillons de user story. Quand je dis des brouillons de user story, c'est-à-dire que cette user story, elle n'est pas encore complètement détaillée. On a suffisamment d'informations pour comprendre quel est l'objectif de cette story, à quoi elle va permettre de répondre. Quand j'ai pas encore tout le détail, j'ai peut-être pas encore tous les critères d'acceptance, j'ai peut-être pas encore de tests de défini ni rien, mais j'ai déjà une idée de où je veux aller. Focus sur le business. Donc ça devrait de toute façon la règle de base. Quoi qu'il arrive, on a besoin de savoir quel est l'objectif business. Donc
Moi, j'aime bien faire, ce que j'aime bien faire à la fin, souvent, c'est une petite matrice business impact coût. Alors, le coût, j'aime pas trop. C'est plutôt, c'est quelque chose que j'ai commencé à changer parce que j'aime pas cette idée de coût, mais plutôt d'investissement, de faisabilité. Donc, on va prendre l'ensemble des stories. Donc, en fonction des activités, en fonction des résultats de l'atelier, vous pouvez vous retrouver avec énormément de stories à la fin. Ce qui va être intéressant, c'est de faire de manière très macro, de dire, bah, quel est le business impact de chacune de ces user stories? Quelle est la faisabilité de ces user stories? Encore une fois, de manière macro. Et du coup, positionnons-le sur cette matrice pour essayer de voir quels sont les éléments sur lesquels on va se focus en premier. Quelles sont les premières parties sur lesquelles on va travailler. Créer des itérations. Donc, on va à la fin de l'atelier de story mapping, toutes ces stories-là, on va pouvoir faire une première projection en termes d'itération. Donc, par exemple, sur des sprints, si vous travaillez en Scrum, et cette création d'itération va se faire par rapport à la priorité. Donc, on a notre matrice de business impact et de coût. On va avoir du coup la priorité des tâches par rapport à cette matrice-là, on va pouvoir la discuter. Et du coup, tout simplement, ben, là, comme vous le voyez, dans l'exemple, là, j'ai mis les tâches tout en bas. Et concrètement, ben, la première ligne, ce serait peut-être notre première itération, la deuxième ligne, deuxième itération, etc. Donc, à la fin, on a également des itérations avec une visibilité sur, a priori, voilà ce qu'on va faire sur les 2-3 prochaines itérations. Et le dernier point qui est important, et sur lequel on s'est planté la première fois qu'on l'a fait, c'est un seul chemin à la fois. Quand vous allez commencer les discussions sur les activités et que vous allez commencer aussi à parler des tâches, souvent il va y avoir des embranchements. C'est obligatoire. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive à un moment où j'ai sélectionné un produit, je veux payer, mais je veux payer par carte, ou je veux payer par PayPal, ou je veux payer par virement, je n'en sais rien. Ça va créer des embranchements qui vont avoir des résultats différents, des activités différentes. Ces embranchements-là, il faut y aller un par un. Si on essaie de tous les faire en même temps, ça va devenir long, compliqué, et peut-être qu'on ne va pas focus l'énergie des gens sur la priorité. Donc, quel est le cas nominal, le cas qui est le plus important aujourd'hui, et après on passera au suivant. Mais du coup, c'est du découpage assez classique. Concentrons-nous sur un seul chemin dans notre story mapping. Et les autres chemins, ce sera un autre story mapping. Un élément qui est intéressant, c'est que se rendre compte que c'est pas clair, c'est une bonne chose. C'est quelque chose de positif, de se dire, en fait, là aujourd'hui, ce dont on est en train de parler, on n'arrive pas vraiment à se projeter parce qu'il y a une question qui pop et qui fait qu'on se rend compte que tout n'est pas clair. C'est quelque chose de positif de se dire à un moment donné, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé, on avait fait les 2 autres ateliers, on était au story mapping, on était à la moitié du story mapping, et à un moment donné, on a un PO qui a posé une question et personne n'était vraiment capable de se mettre d'accord ou de répondre à la question, et on s'est dit, OK, on va arrêter là et on va réfléchir un petit peu à ça avant d'aller plus loin. Mais du coup, c'était quelque chose pour moi de positif de se dire, on s'en est rendu compte à temps. C'était le bon moment pour savoir que ce truc-là n'est pas suffisamment clair. Il faut qu'on aille un peu plus loin dans nos réflexions. Le dernier élément, et je vais accélérer un petit peu parce que, comme d'habitude, je parle trop. Le dernier élément, le dernier atelier, c'est l'example mapping. Et l'example mapping part du principe du BDD, on va dire, où on va partir des tests pour retourner vers l'implémentation. Alors, sur tous ces ateliers-là, on a l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des gens qui participent, et sur l'example mapping, c'est également le cas. Et on va utiliser, du coup, les connaissances de tout le monde pour essayer d'aller vers la validation. C'est-à-dire concrètement, euh, je vais détailler comment ça se passe. On prend une user story. Donc là, on est focus sur une seule user story et plus sur l'ensemble de la problématique. On va les prendre une par une. Et sur chaque user story, on a les gens côté métier, le PO ou le PO ou le PO, qui vont présenter. Encore une fois, pour remettre dans le contexte cette user story, à quoi elle sert, pourquoi on veut la réaliser. On fait un premier tour de questions. Est-ce qu'il y a des questions qui pop? Est-ce que vous identifiez des choses qui sont pas claires? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez déjà des premières réflexions? Quelles sont les réactions, etc. Donc, on va accumuler un certain nombre de questions. Et sur la base de ces questions, définir des critères d'acceptation. Les critères d'acceptation qui sont du coup les limites de notre système. Voilà les éléments, les contraintes que l'on doit respecter pour que cette user story soit valide. Et là, on est en train de les définir. Et une fois qu'on a ces critères d'acceptation, on va rentrer dans des exemples. Donc, sur chaque critère d'acceptation, essayer de donner un exemple concret dans la vie réelle de qu'est-ce qui pourrait se passer. Et on va continuer à chercher des exemples concrets jusqu'à ce que, à un moment donné, on n'a plus d'idées ou on est satisfait sur le fait que, a priori, si on a tous ces exemples-là, vont nous permettre, enfin, représentent aujourd'hui la globalité de ce critère d'acceptance.
d'acceptation, pardon. Et donc, chaque exemple, in fine, devient un test. C'est un test de validation du critère d'acceptation et du coup de la user story. Donc, on a défini les tests et sur la base de ces tests, par la suite, on pourra réfléchir à comment on l'implémente. Mais du coup, on adapte l'implémentation aux besoins au lieu de réfléchir tout de suite à l'implémentation et après penser aux tests, qui du coup vont être adaptés à l'implémentation qu'on a faite et qui seront peut-être pas exhaustifs, peut-être pas efficaces, et tous les problèmes que l'on rencontre et que vous connaissez certainement. Donc cette idée de partir des tests pour remonter vers l'implémentation change complètement la manière de penser les choses et du coup est super efficace. Plusieurs feedbacks là-dessus et un conseil, enfin deux conseils même. Créer la dynamique est compliqué. Et les premières fois où on a fait cet atelier-là, ça a été très... Alors, ça dépend des équipes, mais ça a été assez plat. C'est-à-dire que le product owner est arrivé avec une user story. Il a présenté l'objectif de la user story et derrière, il s'est rien passé. Et ça a été très, très difficile et c'est moi qui ai facilité l'atelier. J'ai eu énormément de mal à amener les gens, du coup, à échanger, à poser des questions, à, à lancer des idées d'exemples et tout. Ça a été très, très, très compliqué. Ils ont eu tendance à aller très vite sur des questions très techniques. Sur quel va être, est-ce que ça va être dans tel techno, est-ce que c'est fait à tel endroit du système. C'était très, 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 très pensé technique et pas tellement pensé utilisateur. Donc, ça prend du temps et il faut y aller par étapes et emmener les gens avec les bonnes questions sur si c'était toi qui utilisais le système, comment est-ce que tu ferais? Si on te mettait face à cette situation-là, comment tu réagirais? Quel est le résultat que tu attendrais? Comment est-ce que tu essaierais d'y parvenir? Les trois amigos, qui est un atelier assez connu. Donc, trois amigos, basiquement, l'idée du trois amigos, c'est de se dire, on a un représentant côté métier, connaissances business, un représentant des connaissances IT et un représentant de la partie test. Alors, c'est trois amigos dans l'absolu, ça ne veut pas dire qu'il y a que trois personnes, hein, ça veut dire qu'il y a des représentants de chacun de ces spécialités. Et du coup, on discute. Et le fait d'avoir des représentants de chacune de ces spécialités, ça change complètement la donne. C'est vrai que ça, en général, ça permet de créer beaucoup plus de discussions et d'avoir beaucoup plus d'insights. Donc, c'est un très bon moyen de découper les user stories. Pourquoi? Parce que souvent, quand on discute des exemples, on va se rendre compte qu'en fait, ça génère beaucoup de tests. Et le fait que ça génère beaucoup de tests, c'est peut-être aussi parce que notre story, elle est trop grosse. Et du coup, peut-être qu'on peut commencer par ces situations-là, qu'on en a définies dans les exemples, et créer des stories différentes. Et le dernier élément, c'est n'oublier surtout pas les non-functional requirements. Parce que souvent, on a tendance à les mettre de côté et ça nous revient dans les dents derrière. Je donne un exemple. Par exemple, on a créé il n'y a pas très longtemps un système de chat. L'un des non-functional requirements, ça serait la charge serveur. Ça a l'air anodin, c'est très technique, mais par contre, ça peut avoir un impact dès le début et c'est quelque chose qui est intéressant à garder en tête. Donc, tout ce qui est besoin ou prérequis technique peut être intéressant, enfin, c'est intéressant quand même de les garder en tête. Est-ce que ça marche vraiment en une minute à peu près? Ça prend du temps. Et l'image de fond là que j'ai mis, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti pendant pas mal de plusieurs mois. C'est que j'avais l'impression d'être un petit peu tout seul en train d'essayer de sauter au-dessus d'un ensemble de braises. Ça prend du temps et du coup, faut pas, enfin, faut être conscient de ça et pas avoir peur. Faut pas lâcher le truc, quoi. Continuer à accompagner les gens, à répondre aux questions et à adapter en fonction des besoins si jamais il y a des éléments des ateliers qui vont pas bien avec notamment la culture de l'entreprise. Et la culture de l'entreprise, c'est la chose qui va être la plus difficile et qui va être l'un des plus gros bloqueurs en général sur ces problèmes-là. C'est que si vous avez une entreprise qui n'aide pas, qui va mettre beaucoup de pression, où il y a des grosses deadlines, ça va être un facteur qui va ralentir l'adhésion à cette approche-là. Et du coup, pour utiliser à bon escient cette culture d'entreprise, il vous faut des sponsors très forts. Et pour moi, c'est la condition absolument nécessaire. J'ai eu la chance d'avoir eu comme sponsor le CPO et CTO. Donc CTO qui est mon manager et le Chief Product Owner qui était du coup super intéressé et qui ont permis à pousser aussi dans ce sens-là et qui aujourd'hui aident aussi encore. On a adapté, on a eu on a eu des retours en arrière, mais globalement, ils aident quand même beaucoup à pousser dans ce sens-là et à prendre le temps de faire correctement les ateliers. Voilà, j'ai été un petit peu vite sur la fin, je suis désolé, j'ai tendance à chaque fois à mal gérer le temps. Mais merci beaucoup
pour avoir suivi jusqu'au bout. Il y a le rôti express si vous voulez donner vos feedbacks. Voilà, on va partager le lien du rôti dans le chat. Vous pourrez le mettre. Super. Si vous avez des questions, on va aller regarder rapidement. On a une petite minute. Il y a une question, peut-être à laquelle tu peux répondre, Olivier, de Steve Booker. Quelle est la forme de la Lightning Session? Nombre de personnes maximum, environnement, durée. Top. Alors, donc sur la durée, comme je le disais, pour moi, une demi-heure max. Donc, Google dit 15 minutes. Si vous le faites en 15 minutes, c'est top. Jusqu'à une demi-heure, ça me paraît honnête. Au-delà d'une demi-heure, personnellement, je pense qu'on est déjà allé trop dans le détail et que c'est pas nécessaire. Sur la forme de la Lightning Session, c'est quelque chose, c'est un peu pour moi dans la même idée que la review de Sprint. C'est-à-dire quelque chose d'assez informel. Juste, on réunit les gens ensemble et on commence à discuter. Je présente le sujet, je présente deux, trois éléments comme les indicateurs des KPI et des targets précises pour qu'on sache vers où on veut aller, comment on veut évaluer les choses. Mais en dehors de ça, très informel. Et le nombre max de personnes, j'aurais tendance à dire qu'il n'y en a pas vraiment en fait. Hein. Les gens qui sont intéressés, nous, on les fait open. J'ai jamais eu plus. Le plus qu'on a eu, c'était, je pense qu'on était 14. Mais dans l'absolu, les gens qui veulent venir, ce qui va être compliqué, c'est que plus il y a de gens, il va falloir avoir un bon facilitateur pour gérer les interactions et pouvoir avoir en une demi-heure 14 personnes, c'est énorme. Dans l'absolu, nous, on avait 5-6 personnes qui discutaient et les autres qui étaient surtout là pour récupérer des informations, qui est aussi intéressant. Voilà, l'environnement, je suis pas sûr de comprendre la question. Mais j'espère y avoir répondu, sinon. Et la deuxième question, c'était est-ce que ce second atelier a les mêmes participants que le premier? Tout à fait. Alors, sur l'ensemble des ateliers, on a les mêmes participants dans l'absolu. En général, ça se réduit au niveau de l'example mapping. L'example mapping qui est focus sur une seule story. La plupart du temps, on va réduire le nombre de participants en ayant toujours des représentants de l'ensemble des rôles dans l'entreprise. Mais par contre, avec moins de personnes, parce que souvent, c'est focus sur un sujet qui est plus maîtrisé par certaines que d'autres. Et c'est plus efficace si on a moins de personnes. Dans des event storming, on s'est facilement retrouvé à 10-15 personnes. Sur un example mapping, 6-8, c'est pour moi la limite. Voilà, voilà. Super. Eh ben... non, Steve a répondu sur l'environnement. Sur ses deux pieds. C'est pas faux. Ça marche. Ok, bah écoutez, merci beaucoup, merci Olivier, merci à tous les participants. Merci à vous. Je vais fermer la salle, on va se retrouver dans l'atrium. Et bonne journée, merci d'avoir participé. N'oubliez pas de répondre au Rôti Express. À tout à l'heure. Merci tout le monde. Bonne journée.